Bonjour à tous. Alors dans ce cours, je vous traiterai de changement climatique. Évidemment, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour et qui fait suite donc à ce que vous avez pu voir sur les gaz à effet de serre avec Jean Van Heumelbroek. Et donc ce cours sur le changement climatique, il va essayer de traiter de différents aspects et comment les géosciences peuvent apporter leurs compétences dans cette question-là. Donc je me présente rapidement, je suis Pierre Sabatier, je suis enseignant-chercheur au laboratoire EDITEM et je suis paléoclimatologue, ça veut dire que j'utilise des archives climatiques du passé pour essayer de reconstituer donc le climat du passé et comprendre la variabilité de ce climat dans le passé évidemment et également dans le futur. Alors le plan de ce cours, il est présenté ici. Donc tout d'abord, il y aura un contexte et un historique sur les aspects changement climatique. Ensuite, il y aura les variations du climat et le rôle des activités humaines. Puis les différents modèles climatiques qui permettent de quantifier le changement. Ensuite, une partie sur le paléoclimat et la variabilité naturelle. Enfin, des projections futures du climat et ensuite quelques initiatives pour essayer d'y pallier. Alors tout d'abord, un peu de contexte historique. Donc ici, vous avez une petite friche chronologique qui part depuis l'Antiquité jusqu'à l'actuel, avec différents réseaux d'observation et qui ont pu apparaître au cours du temps. Et actuellement, donc évidemment, il y a beaucoup de choses dans la communauté scientifique qui permettent de caractériser son climat et sa variabilité au cours du temps. Donc c'est une très large communauté scientifique qui a trait à différents types de domaines, la géologie bien sûr, la chimie, la physique et la biologie notamment. Alors on considère qu'il y a plus de 15 000 publications scientifiques par an qui traitent de la question du changement climatique et il y a une synthèse de l'état de ces connaissances qui est euh, publiée sous la forme d'un rapport tous les 4 à 5 ans. C'est le rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, ce qu'on appelle le GIEC, qui dépend de l'ONU. Alors, un tout petit peu de contexte pour tout cela. Donc, vous avez eu un cours sur les gaz à effet de serre. Je vais pas rentrer dans le détail de tout cela. Rapidement, juste pour vous rappeler ce que c'est que ce phénomène. Donc, c'est qu'il y a un rayonnement incident qui arrive sur la planète et il y a une partie de ce rayonnement qui va être absorbée par la planète et une partie qui va être réfléchie. J'imagine que vous devez voir ma petite souris qui apparaît ici. Donc, le rayonnement incident, une partie qui repart et vous voyez qui rencontre une couche dans l'atmosphère qui est la couche contenant des gaz à effet de serre. Et donc, ces gaz-là empêchent une partie du rayonnement de repartir. Donc, il y a une partie qui passe et puis il y a une partie qui revient sur la planète. Donc, ce phénomène est absolument indispensable pour la vie sur Terre, hein. Sans ce phénomène, il ferait nettement plus froid à la surface planétaire. Alors, les différents gaz à effet de serre, encore une fois, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, vous avez un cours spécifique. Ici, je vous présente un diagramme qui vous présente deux axes. Donc, en abscisse, la couverture spatiale, en or doré, la durée de vie dans l'atmosphère de ces différents gaz. Et puis, on a trois groupes différents de gaz à effet de serre qui contribuent soit à des échelles spatiales très grandes, soit à des échelles spatiales très courtes, soit à une période de résidence dans l'atmosphère très courte ou très longue. Donc évidemment, s'ils ont une période de vie dans l'atmosphère longue, ils vont avoir plutôt un impact planétaire, alors que s'ils ont une période de vie courte, ils vont être importants dans la réactivité chimique de l'atmosphère, mais ils vont avoir un effet beaucoup moins important sur le réchauffement climatique en lui-même. Si on regarde les gaz à effet de serre de longue vie, donc ceux qui sont indiqués en rouge ici, il y a ceux que vous reconnaissez, que vous avez déjà traités, donc évidemment le CO2, le protoxyde d'azote, le méthane et bien d'autres. Alors ces gaz à effet de serre, évidemment, ils sont responsables de l'effet de serre naturel. Alors ici, je vous présente les principaux, donc il y a le CO2 que vous retrouvez, ici l'ozone, le méthane, le protoxyde d'azote et, attention, ne pas oublier, l'eau, hein, l'eau dans les nuages, évidemment, un gaz à effet de serre extrêmement important vous voyez, qui contribue à 60% de l'effet de serre naturel. Il a une durée de vie relativement courte dans l'atmosphère et de toute façon, on ne maîtrise pas son cycle. D'accord. C'est un cycle d'évapotranspiration qui est notamment lié à la température moyenne. Évidemment, il faut le prendre en compte dans les modèles climatiques, mais on ne veut pas jouer, enfin, je veux dire, l'homme en lui-même ne joue pas sur la quantité d'eau dans l'atmosphère, ou alors vraiment à très très petites échelles. Donc évidemment, toute cette partie-là, elle est intégrée dans notamment les modèles climatiques et les différents
Par exemple, ici, vous avez un petit schéma qui représente les différents transferts qu'il peut y avoir d'eau entre les différents compartiments. Donc, cette partie H2O donc, dans l'atmosphère est prise en compte pour estimer le réchauffement climatique lié aux gaz à effet de serre, mais l'homme n'a aucun, enfin, ou en tout cas, a très peu d'effet sur cette constituante-là, et de toute façon a une durée de vie très courte. Évidemment, l'homme va plutôt avoir un impact sur les autres gaz à effet de serre. Alors voici ici une courbe de variation de température, parce qu'on dit que c'est des anomalies de température, c'est-à-dire qu'on se base sur une période de référence qui peut varier selon la période à laquelle on est. Ici, je pense que c'est le 19e siècle, le 20e siècle, excusez-moi. Et donc on regarde les variations de température, soit elles sont en dessous de la moyenne, soit elles sont au-dessus de la moyenne. Et ce que l'on voit sur en gros les 150 dernières années, un petit peu plus, ça s'arrête en 2013, lors du dernier rapport du GIEC, on voit que cette variation de température est en dessous de la moyenne jusque dans les années 40. Entre les années 40 et 80, elle est autour de la moyenne du XXe siècle. Et à partir des années 80, un petit peu avant, on voit une tendance à la forte augmentation. Ok. Et vous avez en dessous ici les différentes connaissances scientifiques qui ont pu apparaître. Je vous laisserai regarder. Alors, un peu d'histoire maintenant sur ce GIEC, groupement d'experts, groupement intergouvernemental d'experts sur le changement climatique. En anglais, on dit IPCC. Donc, il faut savoir qu'il y a une convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui a été adoptée au cours du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. C'est la plus importante, celle et elle a été ratifiée par presque l'ensemble des pays. Alors, à la suite de cela, a été créée ce qu'on appelle la conférence des parties. Donc, en anglais, ça fait COP, COP. C'est ce que vous entendez souvent parler, à la COP 22, à la COP 21, etc. Donc, ça veut dire conférence des parties. Donc, elle est composée de tous les États qui font partie, qui ont signé cette convention. Elle se réunit tous les ans pour analyser les avancées de la convention et prendre donc des décisions pour atteindre des objectifs de lutte contre le changement climatique. Alors, la COP numéro 3 a eu lieu en 1997 et a produit la signature de ce qu'on appelle le protocole de Kyoto. Donc, ça va être un engagement, attention, c'est mal écrit, de la limitation de l'accroissement des gaz à effet de serre pour les pays industrialisés, notamment sur la période donc 2005-2012. Ensuite, il y a eu la conférence de Copenhague, qui a été un relativement gros échec, c'est la COP 15 en 2009. Il devait déboucher sur un accord global quant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, un accord contraint, mais ça n'a pas été le cas. Ensuite, une COP qui a été extrêmement importante, c'est la conférence de Paris, la COP 21 en 2015, où a été trouvé un accord qui permet d'essayer de tenir des objectifs pour limiter un réchauffement climatique à 2 degrés. Tant qu'actuellement, on a déjà dépassé le 1 degré. Et donc, c'est un accord qui a été signé par tout le monde, mais comme vous le savez, il y a certains pays qui, depuis, sont sortis de cet accord, comme par exemple les États-Unis. Ensuite, il y a eu la COP 24 en Pologne, donc 3 ans après, avec l'adoption d'un manuel de 150 pages qui met en application donc cet accord de Paris. Alors, ce GIEC, donc IPCC en anglais, créé en 1998 par l'Organisation météorologique mondiale, OMM, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUD, il a pour mission, donc cet IPCC, d'établir l'état des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs possibles incidences sur l'environnement et les activités socio-économiques. J'insiste sur le fait que cet IPCC, là, ce GIEC dont vous entendez souvent parler aux infos notamment, il ne fait pas de science et il n'organise pas la recherche. C'est une communauté scientifique constituée de chercheurs pour faire le point sur sur l'état de connaissance sur le changement climatique. Alors dans ce GIEC ou cet IPCC, dont je vais parler en français donc je vais dire GIEC, il y a plusieurs groupes de travail. Un premier groupe de travail, qui en soit le plus important, qui travaille sur ce qu'on appelle les bases physiques du changement climatique et de l'évolution du climat. Donc vous avez en haut à droite, là, le dernier rapport qui a été sorti en 2013 sur ces bases physiques du changement climatique. Il y en a un autre qui est prévu pour 2021. Et donc là, c'est toutes les connaissances d'un point de vue de la physique du climat qui sont recensées. Ensuite, il y a un deuxième groupe de travail sur ce qu'on appelle l'impact, l'adaptation et la vulnérabilité au changement climatique. Donc ça, c'est voilà, ici, il y a eu un rapport en 2014, il y en a eu d'autres depuis également. Et puis, il y a un troisième groupe de travail qui
qui travaille donc sur l'atténuation du changement climatique et en gros, quelles sont les solutions envisageables pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ou tout du moins atténuer leur impact sur le changement climatique ou sur les risques dans notre société. Alors, il faut voir il y a pas mal de rapports qui sont sortis donc depuis cette série-là, qui date de 2013-2014. C'est des rapports qui sont plus spécifiques. Il y en a eu un qui est sorti notamment fin 2019 sur euh, l'océan et la cryosphère. Je reprendrai quelques-uns des résultats dans cette présentation. Il y en a un autre qui est sorti l'année d'avant, l'objectif qui était de montrer quels sont les pourquoi est-ce qu'il faut essayer de limiter le réchauffement climatique non pas à 2 mais à 1,5 degré. J'en parlerai aussi un petit peu. Mais sinon, la plupart de cette présentation se base donc sur le rapport de 2013, qui est évidemment toujours à l'ordre du jour. Donc ce rapport de 2013, donc comme je vous le disais, il va être remis à jour dans 1 an et demi à peu près. Donc ici, vous avez un petit résumé de cela. Il porte un message sur 19 points clés. Je reprendrai ce message-là dans ma présentation. Il y a ce qu'on appelle un résumé pour les décideurs, c'est-à-dire pour les politiques. Quels sont les points clés qu'il ne faut absolument pas manquer. Il y a 14 chapitres dans ce rapport complet. Hein, il y a plus de 1000 pages dans ce rapport, avec pas mal d'atlas de projections, notamment sur les projections futures du changement climatique et leur impact. Alors, il a été donc si je regarde tout en bas, là, il a été rédigé par 260 auteurs et plus de 600 contributeurs, tous ces gens-là étant des scientifiques reconnus dans leur domaine. Et en plus de ça, une fois qu'il a été rédigé, il a été mis à la disposition de la communauté scientifique et donc les experts sur le climat, différents chercheurs dans les différents pays, ont alors corrigé ce rapport. Donc là, vous voyez, il y a eu, en gros, on considère qu'il y a eu plus de 50 000 commentaires, donc les corrections apportées sur ce rapport, fournis par plus de 1000 experts sur le climat. Par ailleurs, ce rapport cite plus de 9000 publications scientifiques dans le domaine du changement climatique. Donc, ce qu'il faut retenir de cela, c'est que ce qui est publié dans ce rapport, c'est un énorme consensus de la communauté travaillant sur le changement climatique. Vous voyez, ça cite plus de presque 10 000 publications, c'est écrit par quasiment 1000 auteurs, et il y a 1000 experts, donc qui sont différents de ces auteurs-là, qui les ont corrigés. Donc tout ce qu'il y a dans ce rapport-là, tous les mots sont extrêmement bien pesés, d'accord, et c'est un consensus pour toute la communauté scientifique. J'insiste là-dessus. Donc un rapport plus récent, donc qui est sorti il y a 1 an et demi, donc qui avait pour objectif de montrer que si on limitait le changement climatique non pas à 2 degrés comme le préconise l'accord de Paris, qu'on le limitait à 1,5 degré, il montrait tout ce que l'on pouvait gagner en termes de diminution du risque, par exemple, en termes de niveau marin, et plein d'autres particularités du climat. Donc je reparlerai un tout petit peu de ça, mais je ne m'étarderai pas trop dessus. En bas, là, enfin ici, là, vous avez donc une courbe sur l'évolution du climat, et donc on considère que ce 1,5 degré, alors nous enfin la sortie de ce rapport a été en 2018, donc les données s'arrêtent en 2017. On considère qu'il y avait déjà eu 1 degré, vous voyez, hein, il y a eu 1 degré de changement climatique lié à l'action de l'homme, et l'objectif étant de limiter était dans ce rapport-là de montrer l'impact en limitant à 1,5 degré, sachant que ces 1,5 degrés sont atteints, vous voyez, il y a une barre d'erreur qui est assez importante, entre à peu près 2030 et 2050. Et selon les différents scénarios, ben voilà, il y a différents scénarios, je vous reparlerai rapidement de tout cela. Alors, donc je change de partie maintenant que j'ai un peu introduit tout cela. Je vais parler donc des variations du climat et du rôle de ces activités humaines, notamment les gaz à effet de serre. Donc ici, vous avez, en fonction de l'âge, depuis à peu près 250 ans, l'évolution de la concentration atmosphérique de certains gaz. Donc les trois principaux gaz à effet de serre, si on résume les choses de cette façon-là, le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote. Donc, alors, les mesures les plus récentes, évidemment, c'est des mesures directement dans l'atmosphère, et les mesures les plus anciennes, notamment, ce sont des mesures qui sont faites dans les carottes de glace. Vous voyez les petits points là, c'est les carottes de glace, et le trait en continu sur la période récente, c'est des mesures atmosphériques. Et donc, l'on voit qu'en gros, on est sur un palier autour de, enfin, ça dépend pour quel gaz on regarde, mais bon, on est sur un palier jusqu'à 1900. On a une légère augmentation jusqu'à 1950, qui augmente encore plus jusqu'à les années 80 et qui explose à partir des années 80. Actuellement, le CO2, donc cette courbe n'est pas à jour,
a dépassé 400 ppm dans l'atmosphère. Donc, vous voyez qu'on est un petit peu plus haut. Alors, dans ces gaz à effet de serre, on peut se poser la question, par quoi ils sont émis et est-ce que les émissions correspondent purement à ce que l'on observe à l'augmentation de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, ce que vous avez ici, c'est différents diagrammes. Alors, le premier que je vous montre ici, là, à gauche, c'est l'émission de gaz à effet de serre en gigatonnes de carbone par an en lien avec les activités humaines qui sont la combustion d'énergie fossile et le ciment. Et donc, vous voyez qu'il y a une très forte augmentation en lien avec ces activités. En dessous, là, vous avez l'impact de l'homme sur les émissions de gaz à effet de serre, mais cette fois-ci à travers le changement des pratiques, notamment agricoles, comme par exemple la déforestation. Et donc, vous voyez que ça, c'est à peu près constant. Par ailleurs, vous avez ici 3 puits. Hein, ça veut dire des puits, ça veut dire que c'est des endroits où on va stocker le carbone. Donc, on a par exemple l'océan. Hein, on voit que la quantité de carbone dans l'océan augmente au cours du temps. Ça veut dire qu'une partie de ce qui est émis va être stocké dans l'océan. Si on regarde maintenant la végétation, on voit donc si on regarde la végétation, on voit qu'il y a des fortes variations entre les différentes années, peu importe. On voit que globalement, on stocke à peu près, vous voyez, on est à peu près autour de 3 gigatonnes de carbone par an. Et donc ensuite, on a le dernier compartiment qui est l'atmosphère. Et donc évidemment, ce qui ne va pas être stocké dans la végétation ou dans l'océan va finir dans l'atmosphère. Et c'est ce que l'on observe ici avec cette augmentation au cours du temps du CO2 atmosphérique. Alors si on résume tout ça sur un seul diagramme, voilà, avec les mêmes échelles, on voit donc une augmentation des émissions de gaz à effet de serre en lien avec en gros la déforestation, le changement de pratiques agricoles, les émissions liées aux combustions fossiles et au ciment, et en bas les puits. D'accord, l'océan en bleu, la végétation en vert, et puis la partie gris clair que vous voyez qui augmente, en gros, c'est la quantité de CO2 qui est stockée dans l'atmosphère, d'où son augmentation en ppm dans l'atmosphère pour atteindre notamment 400 ppm actuellement. Pour les émissions de CO2, donc ici vous avez un petit diagramme qui vous représente donc sur la partie grise, hein, comment sont réparties les choses. Donc vous voyez qu'il y a notamment la consommation de gaz, la production de ciment, le pétrole et également, depuis les années 2000, la forte augmentation de la consommation de carbone. Alors pour résumer cela, ben voilà comment on pourrait le faire avec des petites images. Donc l'augmentation de 8,6 gigatonnes de carbone par an en lien avec les activités combustion fossile, pour simplifier, la déforestation, et puis donc on a en gros à peu près 10 gigatonnes par an dans l'atmosphère, et ça va aller donc en lien avec les activités humaines, pardon, et ça va aller donc dans l'atmosphère en partie, 45%, à peu près 25%, 27% dans la biosphère et 27% dans l'océan. Donc il faut bien comprendre qu'effectivement, on a une augmentation de à peu près 4,3 gigatonnes par an de carbone dans l'atmosphère. Alors ensuite, on peut regarder quelle est la proportion des différents pays responsables de cela. Alors on peut regarder que par exemple, les pays riches ont une énorme responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre. Et si on regarde les pays émergents, on voit que leur responsabilité est de plus en plus importante, notamment sur les 10 dernières années, avec donc une forte augmentation de la consommation et de l'émission de CO2 dans l'atmosphère de ces pays émergents. Donc en fait, on a actuellement une responsabilité historique de ces pays pauvres. Il y en a également un poids croissant des pays dits émergents, avec une forte importance du commerce international. Alors au sujet des températures maintenant. Donc j'ai parlé des gaz à effet de serre, maintenant je vais parler des températures. Donc pour ces températures, on voit ici, donc c'est une courbe que je vous ai déjà un peu montrée, hein, on voit l'évolution de la température depuis environ 150 ans, et c'est donc cette augmentation au cours du temps. Et on voit qu'on passe quelque chose qui est autour de moins 0,4, c'est toujours en anomalie, à plus 0,6, donc ça fait à peu près 1 degré. Hein. Ce que l'on voit par ailleurs, c'est que les 13 années les plus chaudes sont concentrées dans les 15 dernières années, et que le record absolu est en 2016. Alors, je crois que le record a été battu l'année dernière en 2019. Si on regarde les moyennes décennales maintenant, excusez-moi, on voit que, notamment sur les 3 dernières décennies, que toutes les dernières décennies ont été successivement plus chaudes
que la décennie précédente. D'accord? Donc ça indique bien qu'effectivement, on est dans un réchauffement qui est vraiment croissant. Alors l'évolution de la température, évidemment, elle n'est pas homogène à l'échelle planétaire. Et ici, vous avez une carte qui vous montre donc cette différence de température entre notre référence, qui est le XXe siècle, et l'actuel. Et ce que l'on voit, c'est que, à part une zone dans l'Atlantique Nord ici, qui est, qui observe plutôt un refroidissement, on voit que la plupart des domaines, notamment continentaux, euh, montrent un fort réchauffement, alors que le réchauffement moyen est d'1 degré. Vous voyez qu'il y a des régions, notamment si on regarde la Russie, où on observe des réchauffements climatiques de plus de 2 degrés. Si on regarde la région dans laquelle on est, les Alpes, vous voyez qu'on est également autour de 2 degrés. Donc, ce n'est pas homogène à l'échelle planétaire. On reviendra là-dessus. Alors, maintenant, des petits diagrammes qui sont issus d'une modélisation. Donc, une modélisation, ça veut dire qu'on va essayer de reproduire les phénomènes naturels de la Terre à travers des modèles climatiques, donc des équations mathématiques. Donc, il y a des gros ordinateurs qui permettent de faire ça. Je reviendrai sur les différents modèles, comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'on met dedans un petit peu plus tard. Donc ici, vous avez en noir, sur les deux diagrammes, en noir, c'est les mesures de température dans l'atmosphère. En bleu, ici, ce sont deux modèles climatiques. Si je regarde le graphique de gauche, deux modèles climatiques, je passe sur leur petit nom, qui, en fonction des différentes équations qu'on a mis dedans, tentent de reproduire la variation des températures dans l'atmosphère. Est-ce que donc ces différents modèles-là, en bleu et en rouge, sur la partie gauche, on rentre dedans uniquement ce qu'on appelle les forçages naturels. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas l'impact de l'homme. Et ce que l'on voit, c'est que ça arrive à reproduire plus ou moins les variations de température observées, mais qu'à partir des années 1930, c'est plus vraiment le cas, et alors à partir de 1950, ça marche plus du tout. Maintenant, si on regarde la courbe de droite, les deux mêmes modèles, cette fois-ci avec les forçages naturels, mais aussi le forçage anthropique, c'est-à-dire le fait que l'on émet du CO2, du méthane, etc., dans l'atmosphère. Et ce que l'on voit, c'est que ces deux modèles suivent parfaitement, notamment depuis le 19e, suivent parfaitement les mesures de température observées. Donc, ça veut dire quoi? Que quand on a nos modèles, si on entre le forçage lié aux gaz à effet de serre émis par l'homme, nos modèles représentent de façon très fiable l'évolution de température à l'échelle planétaire. Donc, ça veut dire de façon très claire que c'est l'homme, à travers les émissions de gaz à effet de serre, qui contribue au réchauffement climatique. Donc, l'influence de l'homme sur les échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace conduit donc à une accumulation d'énergie dans le système climatique et donc une augmentation de la température que l'on observe ici. Donc un autre petit graphique qui vous montre quels sont les... Donc vous avez encore en haut le changement de température observé depuis 150 ans, et puis vous avez ici ce qu'on appelle la variabilité naturelle du climat. Donc vous avez notamment la partie liée au soleil, et le fait que le soleil a un certain cycle et qu'une certaine énergie solaire qui est perçue pas tout le temps de la même façon par la planète Terre. Il y a également les volcans qui ont un effet négatif sur les températures, c'est-à-dire que si on a de fortes éruptions, comme c'est le cas sur les images que vous avez là, on va obscurcir l'atmosphère et on va avoir tendance à avoir une diminution de température. Ensuite, on a des phénomènes naturels liés à la variabilité interne du climat, comme par exemple le phénomène El Niño. Donc tout ça, quand c'est mis ensemble, c'est ce qu'on appelle la variabilité naturelle. Et c'est ce qui permet qui n'arrive pas à reproduire l'augmentation de température actuelle. Maintenant, si on rajoute là-dedans le forçage anthropique, en bas, avec notamment les activités humaines qui contribuent à l'émission de gaz à effet de serre, et qu'on rajoute ça à la variabilité naturelle, à ce moment-là, on arrive à reproduire de façon très fiable l'évolution des températures. Donc aucun doute sur le fait que l'homme est à l'origine du changement climatique. Alors, on va changer un petit peu de processus. Maintenant, on va regarder les précipitations. Donc ici, vous avez les changements observés dans les précipitations annuelles sur les terres émergées. Entre, sur la gauche, 1900 et 2010, et sur la droite, entre 1950 et 2010. Et puis donc, c'est en termes d'augmentation ou de diminution en millimètres par an, par décennie. Et donc, ce que l'on peut voir, alors on va s'intéresser principalement à celle de droite. Ça veut dire que sur en gros, les 60 dernières années, quelle est la différence? Et donc, ce que l'on voit sur les 60 dernières années, c'est qu'il y a des zones, notamment si je regarde l'Afrique de l'Ouest, la région méditerranéenne, c'est le cas aussi le sud de l'Australie, une partie de l'Asie,
qui montrent qu'il y a une diminution relativement importante de la quantité de précipitations par an. Donc on est de l'ordre d'une diminution, vous voyez, selon ce qu'on est, entre 50 et 100 mm par an. Ça peut vous sembler pas énorme, mais dans ces régions qui sont la région méditerranéenne ou la région ouest africaine, qui sont déjà assez dépourvues de précipitations, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, il y a des régions qui, à l'inverse, présentent des précipitations plus importantes. Si je regarde les États-Unis, par exemple, l'Europe du Nord ou l'Amérique du Sud. Donc une répartition des précipitations qui a l'air de changer. Alors ces précipitations, elles peuvent se voir également dans l'océan. Enfin, comment le changement des précipitations va impacter le domaine océanique. Ici, vous avez différents diagrammes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela. Vous avez la vapeur d'eau en haut, l'écart entre l'évaporation et la précipitation. Donc ensuite, si on a plus d'évaporation, la salinité va changer. Donc la tendance sur la salinité et puis la salinité de surface. Et donc ce qu'on voit, c'est que la modification du cycle hydrologique, donc de ces précipitations, il est très probable que les régions qui ont des salinités déjà élevées vont devenir encore plus salines, tandis que les régions qui ont des faibles salinités vont devenir moins salées. Donc ça, c'est ce qu'on observe à travers les diagrammes que vous avez sur la gauche. J'avance. Sur les événements extrêmes maintenant. Je ne vais pas tout détailler ici, je vous prends sur un petit diagramme quelles sont les évolutions, j'en reparlerai dans les projections. Donc si je regarde les épisodes de forte précipitation, ils ont tendance à augmenter. Si je regarde les épisodes de sécheresse, ils ont tendance à augmenter en région méditerranéenne et en Afrique de l'Ouest, tandis qu'ils ont tendance à plutôt diminuer dans l'Amérique du Nord et dans l'Australie. Les journées et les nuits chaudes, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle les vagues de chaleur, ont évidemment tendance à augmenter, tandis que les nuits froides, donc les vagues de froid, ont plutôt tendance à diminuer. Sur les cyclones tropicaux, la flèche est noire parce que on a une tendance qui est peut-être à l'augmentation, mais ce n'est pas très clair pour l'instant. Alors ici, un exemple d'événement extrême et sur l'évolution au cours du temps, c'est les pluies dans la région du Sahel. Alors ce qu'on observe ici, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que on a sur la partie 1950-1970, on a plutôt, donc c'est un index de pluie, on a plutôt une augmentation de cet index. À partir des années 70 et 95 à peu près, on a plutôt une période de sécheresse. Et ensuite, à partir des années 95, on a une alternance entre période sèche et période humide. Alors ça, c'est effectivement lié au changement climatique, mais enfin plutôt à l'action de l'homme et à l'impact de l'homme sur le climat à l'échelle régionale. Alors cet impact, il est pas si simple à comprendre que cela. C'est qu'en fait, dans cette région-là, à partir des années 70, il y a eu ce qu'on appelle un surpâturage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pastoralisme dans cette région-là, et donc les troupeaux ont beaucoup mangé les herbes. Donc on a ce qu'on appelle une diminution des herbacées. Il y a une diminution de la couverture de l'herbe, et ça va changer ce qu'on appelle l'albédo du sol. L'albédo du sol, c'est la façon dont le sol va refléter l'énergie entrante. Donc le sol passant de vert, végétation, à jaune, plutôt terre aride, en fait, on va avoir un changement de cet albédo, et ça va induire une augmentation de la température. Et cette augmentation de température a un effet indirect sur la circulation atmosphérique. Et en fait, l'impact sur cette circulation atmosphérique a comme conséquence une diminution des précipitations. Donc vous voyez, on a tout un enchaînement de processus ici qui part juste d'un surpâturage et qui arrive à une diminution des précipitations. D'accord? Donc ça, c'est un phénomène qui est connu depuis un petit moment déjà. On a pu s'en rendre compte et puis on a essayé de mettre en place, enfin, pas moi évidemment, mais les politiques publiques ont essayé de mettre en place des choses pour contrebalancer ça. Voilà, c'était un petit exemple. Alors, on va passer à l'océan cette fois-ci. Donc ici, ça c'est une figure qui est issue du dernier rapport donc publié l'année dernière sur l'océan et la cryosphère. Et vous voyez ici l'évolution, donc le sea level change, c'est le changement du niveau de la mer, donc entre 1900 et l'actuel, à l'échelle planétaire. Et vous voyez qu'ici, globalement, on a à peu près une vingtaine de centimètres en plus depuis 1900. Alors, ça peut vous sembler pas énorme, mais il y a des régions dans le monde où le niveau de la mer est moins d'un mètre, le niveau des terres est moins d'un mètre au-dessus du niveau de la mer. Donc 20 cm, ça commence déjà à faire beaucoup. Si on regarde, donc ça c'est pour la dernière décennie, la dernière centenaire, excusez-moi. Si
Si on regarde plus précisément les dernières dizaines d'années, notamment à travers des mesures en altimétrie, c'est-à-dire des mesures spatiales, on voit qu'on a globalement une augmentation de 3 millimètres par an du niveau marin. Donc on a évidemment une augmentation de ce taux d'augmentation du niveau marin. Alors le niveau de la mer, à quoi il est lié? Alors si on regarde ces photos ici, et pour certains d'entre vous ça vous parlera peut-être, vous avez sur la gauche la mer de glace, hein, qui arrivait quasiment jusqu'à Chamonix en 1823, c'est une représentation de tableau, et en bas la même zone mais en photo, en 2004. Donc vous voyez la différence de ce glacier, hein, qui a fortement reculé. Et puis sur la partie droite, ben, si on regarde la mer de glace au niveau de la gare du Montanvert, le train du Montanvert, en 1915, et si on la regarde en 2011, on voit quasiment plus la mer de glace. Donc elle a fortement reculé, ça vous le savez. Donc ces masses de glace continentale, en fait, en fondant, elles vont contribuer à l'élévation du niveau marin. Mais dans quelle mesure? Ici, vous avez un tableau qui vous résume tout cela. Et donc, vous avez en fait deux grandes sources principales qui induisent une augmentation du niveau marin. La première, elle est assez simple à comprendre, c'est évidemment la fonte des glaciers continentaux. Attention, un iceberg qui fond, hein, ça n'augmente pas le niveau marin. Je parle évidemment de glace continentale. Donc, que ce soit des glaciers, par exemple alpins, mais des glaciers dans n'importe quelle partie du monde, mais aussi le Groenland et l'Antarctique. En plus de ça, on considère que à peu près la moitié de l'augmentation du niveau marin est liée directement à la température. Je m'explique. Quand on chauffe de l'eau, elle se dilate. Donc elle prend plus d'espace. Et donc quand on chauffe l'océan, il va avoir tendance à prendre plus d'espace. Et donc en fait, c'est ce que l'on observe, c'est que globalement, on va retenir ces chiffres, on a à peu près entre 50-50 entre la fonte des glaces continentales et l'expansion thermique de l'océan. Ok. Alors la variation de niveau marin est-elle également homogène à l'échelle planétaire? Donc c'est pas le cas. Vous voyez ici, par exemple, je vous ai dit qu'on est à peu près autour de 3 millimètres par an à l'échelle mondiale. Regardez ici cette carte avec une échelle donc en millimètres par an. On voit qu'il y a des régions dans le monde, notamment si on regarde l'océan Pacifique, la partie centrale et est de l'océan Pacifique, on voit qu'on a plutôt une diminution de niveau marin. Et si maintenant on regarde plutôt la partie asiatique de l'océan Pacifique, on voit qu'on a une forte augmentation de niveau marin, quasiment 14 millimètres par an, 1,4 cm par an. Et c'est effectivement dans cette région-là qu'on a également beaucoup de petits atolls avec des petits États insulaires qui, ont des niveaux, qui sont très faiblement au-dessus du niveau marin. Donc de forts risques pour ces États. Alors l'océan, il perçoit également d'autres changements, hein, parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, en lien avec l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, l'océan va pomper également du CO2. On a vu qu'il était un piège de CO2. Et donc, comme l'océan absorbe du CO2, en fait, il va devenir un peu plus acide. Vous avez à droite une petite suite de réactions chimiques qui vous explique comment le CO2 atmosphérique va être intégré dans l'océan et il va en résulter donc de l'H+, donc un peu plus d'acidité. Et ce que vous avez sur le diagramme ici, c'est le CO2 atmosphérique, la pression de CO2 dans l'océan et ici l'acidité qui en résulte. Et donc vous voyez que l'océan devient de plus en plus acide au cours du temps. Et donc, simplement parce que l'océan absorbe donc 30% des émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2, ça induit donc une acidification et ça va avoir un effet extrêmement important pour ce qu'on appelle la calcification des organismes. Vous l'avez vu, je pense, au premier semestre, ou peut-être actuellement, je ne sais plus. Quand vous mettez un petit peu d'acide sur du calcaire, ben, il se dissout. On crée des petites bulles, c'est une façon dont on reconnaît la calcite. Donc imaginez si un océan est un petit peu plus acide, ben, les organismes qui font leur petit squelette en calcaire, notamment les coraux par exemple, mais il y en a plein d'autres, ben, ils vont avoir un peu plus de mal à former leurs organismes. Donc évidemment, ça va avoir un effet très néfaste sur donc, la calcification de ces organismes. Ici, vous avez un petit tableau qui vous résume en fonction des différentes catégories d'organismes qui produisent la calcification. Donc, vous avez des algues calcaires, des coraux, des mollusques, des échinodermes, crustacés, etc. Et ça, c'est ce que l'on observe déjà. Donc, vous voyez que les algues calcaires, on observe une diminution de leur abondance assez importante. Tandis que, donc, du coup, puisque les algues calcaires ne sont pas favorisées, il y a d'autres algues, hein, vous voyez, comme les algues non calcaires, du coup, les diatomées, qui sont des algues siliceuses, qui ont plutôt tendance à croître plus.
Si on regarde les mollusques, on voit également que leur calcification diminue, leur survie diminue, leur croissance diminue, et donc le développement diminue. Okay, donc évidemment, tout ça, ça va avoir un fort impact sur les organismes et les écosystèmes marins. La température de l'océan. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu plus difficile à appréhender, puisque c'est pas simple de mesurer la température de l'océan. Enfin, vous pouvez la mesurer quand vous êtes au bord de la plage et savoir s'il fait chaud ou froid et que vous pouvez vous baigner, mais quand il s'agit de l'océan global, une température de surface ne traduit pas du tout la température en profondeur. Il y a toute une circulation océanique. Donc généralement, pour essayer de comprendre le contenu thermique de l'océan, en gros la quantité d'énergie dans l'océan, on mesure ça en joules. Donc ici, vous avez des estimations. Alors vous voyez que les barres d'erreur sont assez importantes. Mais globalement, ce que l'on voit, c'est que la tendance est à l'augmentation. Évidemment, le réchauffement global induit aussi un réchauffement de l'océan. Donc le réchauffement des océans représente plus de 80%, 90% de l'énergie supplémentaire accumulée dans le système climatique. Donc, évidemment, il en pompe une grande partie. Il est donc quasiment certain que l'océan superficiel, par superficiel on entend jusqu'à 700 mètres, se réchauffe. Et on voit très bien ce réchauffement ici, traduit en contenu thermique depuis les années 70. La partie bleue. Donc si je regarde le Groenland, lui, il n'y a pas photo, on a une très forte perte de glace. Alors vous voyez que ce qu'elle est l'unité, hein, c'est en centimètres d'équivalent eau par an. Donc en gros, il y a des régions du Groenland où on perd plus de 10 centimètres d'eau par an. Donc évidemment, il faut replacer cette eau par rapport à la glace. Mais globalement, ce que l'on retient, c'est que le Groenland fond. Si on regarde maintenant l'Antarctique, il y a des régions notamment qui fondent très vite dans cette région-là, tandis qu'il y a une grande partie de l'Antarctique, hein, il fait quand même très froid en Antarctique, qui a plutôt tendance à gagner de la glace. Vous avez en bas un graphique qui vous illustre les, les variations donc, de cette perte de masse glaciaire pour les glaciers dans le monde, le Groenland en vert, l'Antarctique en bleu, et ce que l'on voit, c'est que globalement, il y a une diminution, plus ou moins forte, en tout cas, il y a une diminution de la quantité d'eau stockée sur ces grands glaciers, même en Antarctique. Et donc, vous avez l'équivalent, à droite, pardon, en remontée du niveau de la mer. Il dit que ça contribue à peu près pour moitié. Alors maintenant, on continue à regarder la cryosphère. Cette fois-ci, on peut s'intéresser à ce qu'on appelle le permafrost. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Donc, le permafrost, en fait, ça représente au niveau des hautes latitudes et des hautes latitudes la partie dans le sol qui est englacée de façon pérenne, c'est-à-dire qu'elle reste en glace sur au moins 2 ans. Donc vous avez un petit schéma ici qui vous montre que dans les sols, notamment, si on regarde cette partie-là, on voit qu'on a de la glace stockée dans les sols. Okay, et cette glace, évidemment, notamment c'est beaucoup le cas dans tout le nord de la Sibérie, elle va être stockée sur des dizaines, des centaines, voire même des milliers et des milliers d'années. Donc dans cette glace, alors des fois effectivement il y a de l'eau évidemment, mais il y a également des gaz. D'accord? Tout simplement parce que dans ces zones-là, il y a dans le passé la dégradation de la matière organique des sols. Et cette matière organique, en se dégradant, forme du gaz. Et ce gaz reste piégé dans la glace présente dans les sols. Et donc si cette glace fond, en lien avec le réchauffement climatique, on va avoir ce qu'on appelle une rétroaction positive, c'est-à-dire que plus il fait chaud, plus on va faire fondre cette glace, plus cette glace va libérer des gaz à effet de serre, c'est notamment du méthane qui est piégé, du protoxyde d'azote, et donc ça va augmenter les gaz à effet de serre qu'on aura dans l'atmosphère. Donc ce petit schéma ici vous montre le permafrost et l'impact que ça peut avoir. Je ne vais pas rentrer en détail, vous regarderez ça si vous voulez. Ce que l'on observe ici sur la couverture neigeuse, c'est que l'on voit que c'est à l'échelle mondiale ici, c'est qu'on a une diminution, notamment depuis les années 80, une forte diminution de la couverture neigeuse à l'échelle planétaire. Si on observe maintenant le permafrost, on voit que on a, alors évidemment, pour que le permafrost puisse rester glace, il faut qu'à l'échelle de l'année, les températures soient en dessous de 0 degré. Et ce que l'on voit, c'est que dans beaucoup de régions du monde, je n'ai pas le détail ici, on voit que la température moyenne au-dessus de ces régions à permafrost passe au-dessus de zéro. Elle passe au-dessus de zéro pendant une partie de l'année, et donc ça va induire une fonte d'une partie de ce permafrost. Actuellement, il y a beaucoup d'incertitudes sur les émissions de gaz en lien avec la fonte de ce permafrost. C'est des choses qui sont beaucoup à l'ordre du jour. Il y a eu notamment des mauvaises estimations dans le dernier rapport du GIEC qui sont remis à l'ordre du jour actuellement et qui vont dans le sens d'une très forte augmentation. Enfin, ça a été très fortement sous-estimé, la contribution des gaz à effet de serre relargués par le permafrost.
Continuons sur la cryosphère. Ici, c'est des glaciers continentaux dans les différentes régions du monde. Et ce que l'on voit, c'est que dans quasiment toutes les régions du monde, on a une diminution du couvert de glace. Si je regarde par exemple l'Europe centrale, donc c'est la partie J, donc, dans lequel on se situe, hein, les glaciers du nord des Alpes, et on voit que depuis les années 80, on a une forte diminution de cette quantité, de cette couverture de glace. Ensuite, les différentes bâtons que vous avez, en bleu et en rouge. Donc en rouge, c'est la diminution en kilogrammes d'équivalent d'eau par mètre carré par an de ces glaciers. Et en bleu, c'est la contribution à l'élévation du niveau marin. Et donc vous voyez qu'évidemment, il y a des grandes masses glaciaires, notamment dans l'Alaska, et que c'est elles qui contribuent le plus à l'élévation du niveau marin. Mais ce n'est pas elles qui fondent forcément le plus. Je continue. Toujours la cryosphère. Donc ici, regardez le manteau neigeux dans l'hémisphère nord. On voit également que ce manteau neigeux a tendance à diminuer au cours du temps, depuis les années 70-80. Et en bas, le graphique d'en bas, ce sont à 3 altitudes différentes dans le massif du Mont Blanc, l'observation de la diminution de la couverture neigeuse au cours du temps. Donc en jaune, c'est à 1200 mètres, en rose, c'est à 1800 mètres, et en noir, c'est à 3000 mètres. Donc si on trace une tendance, donc c'est cette droite que vous avez au milieu, on voit que quelle que soit l'altitude, on a une tendance à la diminution du couvert neigeux, même aux très hautes altitudes. Donc pour résumer un petit peu, donc les variations du climat et le rôle des activités humaines, notamment à travers les émissions de gaz à effet de serre, ont un impact sur le volume des glaciers, sur l'augmentation des températures de l'air, l'augmentation de la vapeur d'air et des gaz à effet de serre d'une manière générale, la diminution des glaces de mer, ça je vous en ai parlé, je vous en parlerai un peu plus tard, la température de l'océan de surface, le contenu thermique de l'océan, la température au-dessus des océans, le niveau de la mer, la diminution du couvert neigeux, les augmentations de température au-dessus des terres immergées, etc., etc. On pourrait raconter encore beaucoup plus de choses. C'était un petit diagramme synthétique. Donc le réchauffement du système climatique, pour conclure sur cette partie-là, est absolument sans équivoque. Donc depuis les années 1950, beaucoup de ces changements observés sont sans précédent à l'échelle des dernières décennies, voire des derniers millénaires. L'influence de l'homme a été la principale cause du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. Et les processus naturels vont avoir tendance à moduler le rythme de ce réchauffement. D'accord? Donc il n'y a absolument aucun débat à avoir sur le fait que l'homme est à l'origine du changement climatique. J'insiste là-dessus parce qu'on entend des fois des choses absolument improbables aux infos, mais sachez que 99,9% des experts sur le climat sont d'accord avec ces conclusions-là. Les gens que vous entendez dire, ce qu'on appelle les climato-sceptiques, il y en a encore quelques-uns, mais ils sont très peu. La plupart de ces gens-là ne sont absolument pas les spécialistes de la question. Donc vraiment, j'insiste sur le fait qu'il y a un immense consensus scientifique sur cette question-là. Il n'y a absolument pas de débat à avoir sur l'impact du climat, de l'homme sur le changement climatique. D'accord ? Il peut y avoir des débats sur l'ampleur, mais il n'y a absolument aucun débat sur son origine. Alors ici, par exemple, vous avez d'autres impacts en lien avec ce changement climatique, donc je ne vous ai pas encore parlé pour l'instant, juste une petite diagramme, vous regarderez ça en détail si vous voulez, sur les différentes régions du monde, il y a des petits schémas qui vous montrent ce que ça veut dire. Donc par exemple, sur le système physique, notamment c'est les glaciers, la couverture neigeuse, sur la répartition de l'eau à l'échelle de l'année, les précipitations, l'eau dans les rivières, dans les nappes phréatiques, l'érosion côtière. Sur le système biologique, c'est les différents écosystèmes terrestres, le feu notamment, et les écosystèmes marins, et ensuite l'impact du changement climatique sur la production alimentaire, et puis également sur la santé humaine. Et donc à chaque fois que vous avez ce petit schéma là, vous avez en face de vous, en face de ce petit schéma, pardon, des petites barres. Et ces petites barres signifient qu'il y a un faible impact ou un très fort impact, il y en a 5. Et donc si je prends l'exemple par exemple de l'Europe, vous voyez que si je prends le petit flocon, donc glacier, la couverture neigeuse et le permafrost, il y a un très fort impact, non, un fort impact du changement climatique là-dessus. Si je regarde maintenant, par exemple, les écosystèmes marins, il y a également un très fort impact du changement climatique sur les écosystèmes marins, etc., etc. Je vous laisserai regarder ça en détail si vous voulez. Donc le changement climatique a déjà des impacts sur le cycle de l'eau, les rendements agricoles, les systèmes naturels marins et terrestres, système j'entends écosystème, et sur les sociétés humaines, notamment avec les vagues de chaleur.
Hein. Je vous rappelle que la vague de chaleur de 2003 en France, elle a causé la mort à 25 000 personnes. 25 000 personnes, si on regarde par rapport à ce qui se passe actuellement avec l'épidémie, hein, je vous laisserai juger. Donc les populations évidemment les plus vulnérables, les plus pauvres sont les plus vulnérables. Et ça, quelle que soit la région dans laquelle on est. Si c'est en France ou en Europe, c'est évidemment les plus pauvres qui sont les plus vulnérables. Et puis à l'échelle planétaire, c'est les pays les plus pauvres qui sont les plus vulnérables. Alors maintenant, je vais changer de partie et je vais rentrer un peu dans le détail de ce que sont les modèles climatiques. C'est important parce que derrière ces modèles climatiques, il faut comprendre ce qu'il y a pour représenter la physique du climat et essayer de comprendre quelles vont être les simulations pour le futur. Donc un modèle climatique, c'est une représentation en 3 dimensions de l'atmosphère, de l'océan, des glaces de mer et des surfaces continentales. C'est ce qui est indiqué ici. Vous voyez le globe, là, séparé en petites cases, à la fois dans l'atmosphère, mais également sur le continent, sur l'océan. Et dans chacune de ces cases, il y a des équations mathématiques. D'accord? Si je prends le cas de l'atmosphère, ici, ben, on va essayer de... Il y a des équations mathématiques qui vont décrire les nuages, le vent, la température, les gaz à effet de serre, etc. Dans l'océan, les différents modèles climatiques vont intégrer évidemment la température, le pH, la salinité, les circulations, les différents types de courants. Si on regarde maintenant les surfaces continentales, bien évidemment, il va y avoir des équations mathématiques qui vont régir les cycles, ou en tout cas les échanges qu'il peut y avoir entre notamment la végétation, les solarides, les nuages, etc. etc. D'accord? Tout ça, ça va être donc une représentation à la fois des processus physiques dans ces différents compartiments, mais également ce qu'il va falloir mettre en place, c'est ce qu'on appelle des couplages. C'est-à-dire que l'océan, par exemple ici, interagit avec l'atmosphère. Donc pour ça, il va y avoir ce qu'on appelle des couplages, des équations qui vont décrire les liens qu'il peut y avoir entre l'océan et l'atmosphère. Au niveau des échanges physiques, chimiques, ce qu'on appelle les cycles biogéochimiques. Et ça va être valable entre les différents compartiments étudiés. Alors ces modèles climatiques ont fortement évolué dans le passé récent. Vous avez ici différentes générations de modèles climatiques. Pour l'atmosphère, par exemple, les premiers modèles datent des années 70. Et puis, vous voyez que ces modèles ont augmenté en complexité. La hauteur de ces cylindres montre la complexité de ces modèles et la quantité de processus qu'ils prennent en compte. Vous voyez que, aussi, depuis les années 70, on a des modèles climatiques qui étaient capables de représenter l'évolution de la surface continentale et de l'océan et de la glace de mer. Depuis les années, donc un peu plus récemment, depuis les années 2000, on a notamment des modèles climatiques qui sont capables de représenter la dynamique des aérosols dans l'atmosphère, le cycle du carbone, la dynamique de végétation, la chimie dans l'atmosphère, c'est-à-dire comment les composés chimiques vont se transformer dans l'atmosphère, et également la glace continentale. Et donc, tous ces modèles-là, ils représentent des processus à l'échelle de l'atmosphère, de la surface continentale, de l'océan, etc., etc. Et il va falloir les coupler. D'accord? Donc chacun de ces modèles, il fonctionne séparément et il va falloir mettre en place des modèles qui vont les coupler. C'est-à-dire que je vais avoir un modèle qui va représenter les échanges qu'il va y avoir entre la surface continentale et l'atmosphère. D'accord? Ce petit schéma que vous avez à droite, les flèches que vous avez, ça va être les échanges, ces couplages en fait, entre ces échanges d'énergie, d'eau ou des échanges biogéochimiques entre les différents compartiments. D'accord? Et pour tout ça, il va y avoir des équations mathématiques qui permettent de le décrire. Donc là, ben voilà, un petit schéma qui vous résume cela. Si on regarde l'atmosphère, les modèles climatiques actuels, qu'est-ce qu'ils permettent de décrire? Donc la dynamique de l'atmosphère, la diffusion horizontale, les transports de différents traceurs comme la température, l'eau, les espèces chimiques, le rayonnement solaire, les transferts radiatifs d'énergie entre les différents compartiments de l'atmosphère, les différentes couches, il y en a qui sont plutôt turbulentes, donc il va falloir reproduire cette turbulence, les processus convectifs liés aux nuages notamment, mais pas que, les condensations à grande échelle, donc les nuages et ce qui en résulte les précipitations, mais également la formation de ces nuages, les interactions entre les nuages et le rayonnement incident, et les interactions entre ces nuages et les effets orographiques, c'est-à-dire la topographie. Donc je ne vais pas tout détailler, mais voilà, vous voyez qu'on a la même chose pour la glace de mer, la même chose pour l'océan, la même chose pour le sol et la végétation. Enfin, la même chose. En tout cas, les différents types de processus qui sont décrits. D'accord? Donc dans ces modèles, vous avez tout ça qui est intégré. Et pour chacune de ces lignes, il y a plusieurs équations mathématiques, plus ou moins complexes, qui permettent de le décrire.
Donc si maintenant je prends un exemple d'un modèle climatique, je pourrais prendre l'exemple de ce qu'on appelle le modèle couplé système-terre de l'IPSL. Alors l'IPSL, c'est l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui est à Paris. Et donc ce modèle, en fait, il y a deux modèles en France, hein. Il y a le modèle de l'IPSL et le modèle de Météo France. Donc le modèle de l'IPSL, vous avez ici un modèle qu'on appelle LMDZ, qui représente l'évolution de l'atmosphère, vous avez à gauche. Vous avez le modèle Orchidée, qui représente l'évolution des surfaces continentales de la végétation. Vous avez un modèle qui s'appelle INCA, qui représente l'évolution de la chimie de l'atmosphère et des aérosols. Et ensuite, vous avez pour l'océan un modèle qui représente la biogéochimie marine et les cycles qu'il peut y avoir, par exemple de calcification, d'oxygénation, de nutriments, etc. Ensuite, vous avez des modèles de circulation, de glace de mer. Tout ça, c'est couplé par un modèle qu'on appelle NEMO, qui permet de représenter toutes les interactions dans l'océan. Et ce que l'on a en haut, c'est couplé par d'autres petits modèles, les flèches oranges que vous avez. Et tout ça, tous ces modèles-là, ils sont intégrés par un modèle qui s'appelle OASIS, qui permet de coupler et d'intégrer toutes ces interactions qu'il peut y avoir entre les différents compartiments. Par exemple, entre l'atmosphère et l'océan sur la question, par exemple, je dis n'importe quoi, de la quantité de CO2. Okay, donc on a vraiment, pour toutes les grilles de mesure, hein, donc ici un planisphère, vous avez à droite, pour toutes ces grilles, on a différents paramètres qui vont interagir les uns avec les autres. Et donc dans ces modèles, il va falloir leur rentrer des forçages qui vont être naturels et anthropiques. J'en ai déjà parlé. Les forçages naturels, c'est notamment l'énergie solaire perçue par la planète, les volcans, ou également la variabilité naturelle du climat. Et là-dessus, on va rajouter l'évolution des gaz à effet de serre émis par l'homme. Or, ça, c'est la variable d'entrée. Et ça va rentrer dans le modèle, ici, dans les différents modèles qui vont être coupés, qui vont réagir de façon différente, qui vont interagir de façon différente. Ils vont calculer différents paramètres et à la sortie de cela, on va avoir la composition, par exemple, de l'atmosphère, le forçage radiatif, l'évolution du changement climatique, la quantité de CO2 dans l'atmosphère, etc., etc. Donc plein de paramètres. Donc on rentre des paramètres d'entrée, forçage climatique naturel, l'impact de l'homme, on a ce modèle qui travaille, et en sortie, on a différentes variables pour différentes zones de notre planète, ou à l'échelle globale également. Donc évidemment, vous comprenez qu'ici, donc ça c'est pour un modèle qui fonctionne à l'instant actuel, mais selon quels sont les paramètres que l'on rentre, notamment sur les prévisions d'augmentation de gaz à effet de serre dans le futur, on rentre ces paramètres-là, on laisse calculer le modèle et on voit ce qu'il en ressort. Et donc comme ça, on peut essayer de calculer l'évolution des températures à l'échelle planétaire, à l'horizon 2100 par exemple, et je reparlerai de cela. Alors ensuite, ces modèles climatiques, ils ont également beaucoup gagné en résolution. La résolution, c'est veut dire la grille de ces petites cases-là. Les premiers modèles, ils avaient des grilles d'environ 500 km. 500 km, si vous êtes sur les Alpes, par exemple, une grille en France, vous allez avoir quelques cubes. Et par exemple, ce qui va se passer dans les Alpes ou ce qui va se passer à Brest, ça va peut-être être dans le même cube. Non, pas Brest, j'abuse un peu. Ce qui se passe dans les Alpes ou en région méditerranéenne, ça va être dans le même cube. Alors qu'évidemment, il y a des choses très différentes. Donc, excusez-moi. Donc, ce que l'on essaie de mettre en place ici, c'est d'affiner la résolution dans les modèles. Actuellement, la plupart des modèles ont une grille d'environ une centaine de kilomètres. Donc ça, c'est des modèles qui vont être à l'échelle régionale. Les modèles globaux ont une grille d'à peu près 200 km. Mais ensuite, il existe des, des modèles qui permettent de descendre en échelle. C'est-à-dire que on connaît, pour cette case de 200 km sur 200 km, quelles sont les variables climatiques, différents types de variables climatiques. On connaît ensuite la répartition de la végétation, de la topographie sur cette zone-là. Et donc, on va utiliser des modèles statistiques de descente d'échelle pour arriver à des modèles qu'on dit régionaux et qui vont avoir des informations, par exemple, sur l'évolution de la température à l'échelle de 12 km. Donc voilà, ça c'est déjà à la fois l'augmentation de la résolution et ensuite de ça, on rajoute des modèles statistiques qui permettent d'améliorer la définition de cela à une échelle, vous voyez, tout à fait raisonnable, d'une dizaine de kilomètres. Donc ces modèles climatiques, ici, c'est encore une fois, c'est toujours cette courbe de température qui a été mesurée. Donc les observations sont en rouge. Et ici, vous avez la moyenne des températures donc, simulée pour 40 modèles climatiques.
C'est ce qu'on appelle l'initiative CEMIP. Je rentre pas dans le détail, mais globalement, c'est ce qu'on appelle une intercomparaison de modèles. À l'échelle planétaire, il y a environ 40 modèles. Je dis, il y en a 2 en France. Et tous ces modèles-là, c'est toutes les courbes que vous avez là derrière ce graphique qui est un peu compliqué. C'est tous ces modèles. D'accord? Et si on fait la moyenne de tous ces modèles, c'est la courbe en noir. Et vous voyez qu'elle reproduit très bien l'évolution des températures. Vous voyez ces petites choses là, Pinatubo, écrit en vert, là, c'est les éruptions volcaniques. Hein, et vous voyez qu'à la suite d'une éruption volcanique importante, on a une diminution de la température, et c'est bien reproduit par les modèles. Encore une fois, ces modèles ne sont pas parfaits, loin de là, mais quand on les regarde tous, on voit quand même, enfin, quand on regarde en moyenne, on voit que quand même, ils reproduisent très bien l'évolution des températures observées.